Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de l'épuration extra-rénale. Et dans cette heure que je vous consacre, je verrai donc les grands principes de l'épuration extra-rénale, sachant que ça mériterait de s'attarder beaucoup plus longuement pour ceux qui pratiquent cette technique. Je commencerai par donner quelques chiffres. L'épuration extra-rénale, c'est loin d'être rare. Environ 1% des patients hospitalisés, mais 20% des patients de réanimation nécessitent la mise en œuvre d'une épuration extra-rénale. La mortalité de ces patients reste élevée et globalement, depuis 20 ans, on tourne autour d'un petit 50%. Cependant, il faut voir la partie du verre qui est à moitié remplie, non pas la partie du verre qui est à moitié vide, puisque néanmoins, il y a eu depuis 20 ans des progrès dans la récupération de la fonction rénale chez les patients chez qui on est amené à mettre en œuvre une épuration extra-rénale, en particulier dans les milieux de réanimation. Il y a 20 ans, il n'y en avait qu'1 sur 2 qui récupérait une fonction rénale, et actuellement, environ 85% récupèrent une fonction rénale. Pas toujours optima, on y reviendra, mais ils récupèrent une fonction rénale. Tout d'abord, quelques principes généraux qui vont nous donner beaucoup d'humilité. En effet, l'épuration extra-rénale n'est qu'une mesure symptomatique jusqu'à une éventuelle récupération de la fonction rénale. Néanmoins, il y a un objectif très important lorsqu'on met en œuvre une épuration extra-rénale, c'est qu'il faut tout faire pour aggraver les lésions rénales qui sont présentes. Donc en particulier, cette technique doit respecter la stabilité hémodynamique si on ne veut pas aggraver les lésions. Deux notions à retenir, c'est que les patients qui ont une diurèse conservée, en général, ont un pronostic qui est meilleur, tout simplement parce que les lésions tissulaires rénales sont moins sévères. Et deuxième notion, plus l'intervention thérapeutique est précoce et adaptée, meilleur est le pronostic au niveau rénal. Lorsqu'on est en réanimation et qu'on a un patient qui présente une insuffisance rénale aiguë, il y a toujours des questions importantes à se poser avant de mettre en œuvre une épuration extra-rénale. Première question, est-ce qu'on a bien déterminé la cause et le type d'insuffisance rénale que présente le patient? C'est extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, l'épuration extra-rénale n'est qu'un traitement symptomatique. Deuxième question, est-ce que vraiment il faut que le patient entre en épuration extra-rénale? Y a-t-il une non-indication de mise en œuvre d'une épuration extra-rénale? Troisième question, est-ce le bon moment de mettre en œuvre une épuration extra-rénale? Donc vous voyez 3 questions préalables avant de brancher un patient. Est-ce qu'on connaît la cause de l'insuffisance rénale? Est-ce qu'il n'y a pas une contre-indication? Est-ce qu'il y a les critères de mise en œuvre de l'épuration extra-rénale? Les types d'insuffisance rénale, on les a abordés déjà lors du diaporama précédent. Les non-indications à une épuration extra-rénale, c'est essentiellement se poser la question, avant le branchement, savoir s'il y a, pour ce patient précis, une limitation thérapeutique qui est mise en œuvre ou qu'il faudrait mettre en œuvre.
Donc c'est une question qu'il faut mieux se poser avant que d'entrer dans un cycle de dialyse, puis devoir l'interrompre secondairement. Ces mesures de limitation n'ont rien de spécifique à l'épuration rénale. Ça rejoint le cadre général des limitations thérapeutiques et des conférences que l'on peut faire de limitation thérapeutique. Donc c'est toujours à peu près la même question. Est-ce que le patient a une affection maligne non contrôlable? Est-il avec un état neurologique complètement grabataire ou végétatif? Est-ce que c'est un patient qui a une hépatopathie sans projet de grève? Est-ce que le patient a déjà donné des directives anticipées? Ce sont tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut recueillir et déterminer pour savoir si le patient a ou n'a pas des mesures de limitation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit faire avant de se poser la question de la mise en œuvre d'une épuration extra-rénale. Ensuite, c'est la question de quand débuter une épuration extra-rénale. Je vous ai expliqué la fois précédente toute la difficulté qu'il y a de définir la gravité d'une insuffisance rénale. Et donc, forcément, étant donné que ces critères sont relativement flous, même si on a fait des progrès depuis quelques années, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de consensus. Pas de consensus. Donc, quand débuter une épuration extra-rénale, à quel moment? Est-ce qu'il faut le faire en AKIN 2 ou en AKIN 3? Une chose est sûre, c'est qu'il faut mieux prévenir que devoir traiter en catastrophe et en urgence une hypercalémie, une acidose, un état d'anasarque évolué. Il faut également prendre en considération d'autres éléments que l'insuffisance rénale, et en particulier le degré de catabolisme, les défaillances associées qui vont être des éléments qui vont orienter sur la précocité ou non de l'épuration et sur le type d'épuration que l'on va mettre en œuvre. En effet, il n'y a rien de pire que de devoir brancher en catastrophe un patient. En effet, l'épuration extra-rénale, c'est une technique qui est lourde, qui nécessite du matériel, qu'il va falloir optimaliser entre les malades. C'est quelque chose qui va nécessiter du temps personnel. Et donc, il vaut mieux toujours organiser, voir venir les choses et organiser les séances d'épuration rénale entre patients. Tout ça pour que cela se passe au mieux. C'est un point important. Il ne faut pas travailler dans l'urgence. Ou le moins souvent possible, en tout cas. Venons-en maintenant aux bases biophysiques de l'épuration extra-rénale. L'essentiel tourne autour de la membrane semi-perméable que l'on trouve au niveau du filtre. Cette membrane semi-perméable, elle a des trous qui laissent passer les petites molécules, mais qui arrêtent les éléments figurés du sang et les grosses molécules. Alors, bien sûr, les caractéristiques biophysiques changent d'une membrane à l'autre. Il y en a qui seront dites de haute perméabilité, de super haute perméabilité, suivant leurs caractéristiques biophysiques, suivant que la taille des molécules qu'elles laissent passer. Les échanges à travers une membrane semi-perméable peuvent se faire de trois façons, soit par diffusion, soit par convection, ou soit par adsorption. Donc nous allons voir ces trois types d'échanges. Tout d'abord, les échanges par diffusion.
On a ici une membrane semi-perméable, un compartiment qui correspond au sang du patient, et ici un liquide de dialyse ou d'hémofiltration. Les échanges par diffusion sont le fait que certaines petites molécules passent à travers la membrane semi-perméable et suivent et vont de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée, donc de la plus concentrée vers la moins concentrée, jusqu'à ce que s'établisse un équilibre de part et d'autre de la membrane semi-perméable. Donc vous voyez bien que seules les petites molécules seront capables de passer au travers cette membrane et les petites molécules iront du plus concentré vers le moins concentré. Donc si le patient, par exemple, a un taux d'urée, pour donner un exemple, extrêmement élevé dans son sang, et que dans le liquide, bien sûr, d'hémofiltration, il n'y aura pas d'urée, évidemment, les molécules d'urée vont pouvoir traverser la membrane semi-perméable et gagner le compartiment dialysant. Et pour que ce phénomène continue, il faut renouveler, bien sûr, le liquide côté dialysant. C'est ce qu'on utilise dans l'hémodialyse. Dans l'hémodialyse, le potassium, qui est en principe plutôt tendance à être élevé dans le sang, traverse la membrane, se retrouve dans la dialysa. Les bicarbonates qui sont bas dans le sang, mais en général relativement élevés dans la dialysa, traversent la membrane de l'autre sens. Le phosphore qui est élevé chez le patient gagne le dialysa. L'urée et la créate traversent la membrane. Par contre, les molécules, par exemple, un peu plus élevées comme les bêta-2 microglobulines, ne peuvent pas traverser la membrane. C'est heureux parce que, par exemple, l'albumine ne peut pas traverser la membrane semi-perméable. Premier principe, donc on a vu la diffusion. Cette diffusion, elle est utilisée en dialyse, soit dans l'hémodialyse à travers une membrane semi-perméable, c'est l'hémofiltre, soit on utilise une membrane physiologique, c'est-à-dire le péritoine, et on utilise dans ce cas-là la dialyse péritonéale. C'est le même principe qui se fait de part et d'autre du péritoine. On met du liquide dans la cavité abdominale et il y a des échanges qui se font à travers le péritoine. Deuxième principe biophysique, le transport convectif. L'élément moteur ici, c'est un gradient de pression de part et d'autre de la membrane semi-perméable. Si j'augmente la pression dans le compartiment sang par rapport à le compartiment ici, hémofiltration, le liquide va être capable de traverser la membrane semi-perméable et sera accompagné, ce liquide, des petites molécules. Les petites molécules vont donc accompagner, avec la même importance s'il s'agit de très petites molécules, que le liquide. Donc, ici, seules les petites molécules passent, les grosses molécules resteront dans le compartiment sanguin, mais ces petites molécules passent en étant accompagnées par un solvant, par le liquide, par l'eau qui traverse et qui va donner donc une perte de poids. Une perte de poids. Puisque cette quantité. Et donc il va falloir, si on veut que le patient reste stable, compenser ce liquide perdu. Donc retenons bien que dans ce principe, c'est le gradient de pression et que seules les petites molécules passent et que ce principe, on va le voir, est utilisé dans l'hémofiltration. Donc dans l'hémofiltration, on met un gradient de pression qui traverse et évidemment il va falloir contrôler cette perte de poids et si on veut, on va devoir réinjecter et si on veut contrôler la perte de poids, on va devoir contrôler l'UF, c'est-à-dire la quantité de liquide perdu. Et pour ce faire, on compensera donc une partie du liquide, plus ou moins complètement, le liquide qui traverse la membrane semi-perméable. Troisième principe, l'adsorption.
Cela dépend beaucoup de la membrane semi-perméable. Celle-ci est en effet capable de fixer à son contact des molécules qui circulent dans le sang et même si ces molécules ne traversent pas la membrane semi-perméable, ces molécules se fixent de manière définitive sur la membrane semi-perméable et donc on voit leur taux sanguin diminuer. C'est l'adsorption. C'est un processus qui est saturable, puisque la membrane semi-perméable, au bout d'un certain temps, va être saturée. Et ce processus est utilisé dans certaines techniques moins fréquentes. C'est l'hémoadsorption. Certains d'entre vous ont déjà vu cette technique d'hémoadsorption. Par exemple, on peut utiliser l'hémoadsorption pour essayer de capter des cytokines de l'inflammation. C'est en cours d'évaluation depuis quelques années. Ou alors des colonnes de polymyxine qui sont également capables d'absorber certaines substances. Et donc ceux qui ont exercé en réanimation médicale ont déjà vu ces techniques qui peuvent être utilisées de temps à autre. Donc renotons bien les bases biophysiques que l'on peut rencontrer. Soit on a affaire à un gradient de concentration, et ça c'est ce que la dialyse utilise. Donc la dialyse utilise comme élément moteur le gradient de concentration. L'hémofiltration utilise comme élément moteur le gradient de pression. Et l'adsorption, elle utilise l'interaction électrique entre les molécules et la membrane semi-perméable. Voilà donc les trois grands principes biophysiques qui sont utilisés dans l'épuration extra-rénale. Alors, le plus souvent, ces techniques sont spécifiques et avec des membranes spécifiques. Ces deux autres techniques ont vu leur utilisation variée. Les néphrologues utilisent en dialyse, par exemple, pour les insuffisants rénaux chroniques, les processus de dialyse pure et dure. Ensuite, progressivement, il y a déjà une vingtaine d'années, sont apparus dans le milieu de réanimation les principes utilisant l'hémofiltration. Alors, pour ce qui est des techniques, c'est des techniques qui sont relativement lourdes, je le disais tout à l'heure, puisqu'il va falloir avoir un accès vasculaire au patient. Il va falloir pouvoir préparer le soluté de référence qui est mis en contact du sang. Et il va falloir contrôler, bien sûr, la perte de poids, éventuellement, que l'on veut réaliser. Les éléments importants, ce seront donc des techniques qui se sont améliorées dans le temps grâce aux progrès qui ont été réalisés, dans le matériel qui est utilisé, la fiabilité du débit sang, la fiabilité de la perte de poids, la fiabilité de la préparation des solutés de dialysate, et aussi des progrès importants qui ont été faits dans les membranes au cours des années précédentes. En pratique, on a deux types de techniques. Des techniques intermittentes, celles qu'on utilise essentiellement donc les néphrologues, mais aussi en réanimation, et les techniques continues qui ont été utilisées au départ beaucoup en réanimation, qui maintenant sont quelquefois utilisées en dehors des milieux de réanimation. Alors, les techniques intermittentes font essentiellement appel aux échanges avec du type hémodialyse. Tandis que les techniques continues, c'est essentiellement des techniques qui utilisent la base biophysique de la filtration, donc gradient de pression. Et ensuite, sont apparues les techniques mixtes d'hémodiafiltration, où les deux bases biophysiques, filtration, dialyse, sont mélangées. Et on peut avoir cette technique soit en continu, soit en intermittent. Tout ça a été possible grâce au progrès technique qui est apparu
ces dernières années. En tout cas, les techniques de dialyse nécessitent de préparer un dialysat, on y reviendra, et donc avoir de l'eau osmosée à disposition, alors que les autres techniques, c'est un soluté de compensation de ce qui est filtré à travers la membrane semi-perméable. C'est la grande différence entre les deux techniques. D'un côté, on doit avoir un bain de dialyse qui est préparé avec un concentré acide bicarb et ionique adapté et de l'eau osmosée qui permet de mettre en contact le soluté avec le sang. Et de l'autre technique, comme je le disais précédemment, ce sera un liquide de substitution qui sera donc réinjecté au patient. Et donc là, ici, il va falloir manipuler des poches de 5 litres. Et vous savez bien qu'il s'agit de plusieurs poches de 5 litres par 24 heures pour arriver à avoir une technique d'hémofiltration, sans parler de l'hémofiltration de haut débit qui nécessite encore, bien sûr, plus de poches. Sinon, dans les deux cas, il y aura un générateur, un circuit de sang, un filtre et des accès vasculaires, bien entendu. Donc, dans l'hémodialyse, l'eau osmosée pénètre dans un générateur, est préparée pour pouvoir un soluté, un dialysat dont la composition est adaptée à nos objectifs. La machine contrôle le débit, fait passer le débit dans le filtre compartiment dialysat. Ensuite, on contrôle la sortie et l'eau usagée est rejetée à l'égout. D'un autre côté, de la membrane semi-perméable, on fait passer le sang et avec une voie qu'on qualifie d'artérielle et une voie qu'on qualifie de veineuse et on réinjecte au patient. Donc ici, il va falloir anticoaguler pour éviter que ça bouche le filtre. La perte de poids dans cette situation, la perte de poids, qu'on appelle souvent UF, en fait, c'est la différence qu'il y aura entre l'input et l'output, entre l'entrée et la sortie au niveau de la machine, et cela est bien sûr contrôlé. Il y aura bien sûr, pour éviter les grosses complications que les embolies gazeuses, des détecteurs d'air avant la réinjection. On mesure les pressions côté artériel, côté veineux. Ceux qui ont déjà utilisé ça savent que c'est très important. Et il faut savoir qu'il y a des clans automatiques pour éviter justement ces systèmes d'embolie gazeuse. Le débit sanguin est tout souvent environ autour de 300 ml par minute. Vous voyez que c'est un débit qui est déjà relativement important. Donc il va falloir trouver le moyen d'obtenir un débit d'environ 300 ml par minute à travers le dialyseur, ce qui pose le problème des accès vasculaires. Ici, tel que c'est sur une machine au moment du branchement, avec les éléments, comme je disais, les pièges à bulles, les clans automatiques, la pompe artérielle, la pompe veineuse, etc. Et le circuit dialysa qui est donc préparé par la machine mère automatique. Ce dialysa, il est réchauffé à une température demandée pour éviter l'apparition d'hypothermie. On contrôle sa concentration en sodium, la conductivité, pour jouer sur le refilling, mais c'est un autre problème. Et bien sûr, on contrôle sa composition et on contrôle les pressions. Le débit en dialyse, du dialysa, est d'environ 500 ml par minute, ce qui fait quand même, sur 4 heures, vous voyez, un débit dialysa de 120 litres. Alors qu'en hémofiltration, il est hors de question de réinjecter avec des poches 120 litres
en 4 heures, vous voyez que c'est pas possible. Les débits n'ont strictement rien à voir, c'est de l'ordre de 500 à 800 ml par heure, et non pas des débits par minute. Alors, il existe bien sûr beaucoup de générateurs d'héliolysés qui ont fait des gros progrès ces dernières années, où on monitore beaucoup mieux les pressions et les compositions du dialysat. Alors, l'hémofiltration, je vous en ai parlé sur le principe. Donc, on prend le sang du patient, il passe dans le compartiment sang de l'hémofiltre, et on crée une dépression à travers la membrane semi-perméable qui est contrôlée par une pompe et qui fait qu'on a une perte donc, par filtration avec de l'eau et des ions. Et pour éviter le retentissement hémodynamique, parallèlement à cela, on réinjecte du liquide, un soluté dont on veut, par exemple, si on peut diminuer la calémie du patient, on réinjecte un soluté avec une calémie à 2 dans ce soluté pour maintenir un équilibre hémodynamique au patient qui est satisfaisant. Là aussi, les progrès ont été considérables ces dernières années. Et en général, maintenant, vous connaissez ça aussi bien que moi. Il y a le système de recueil du liquide qui est perdu par l'infiltration et on contrôle la réinjection en mesurant les poids tout simplement de ces liquides. Enfin, il y a l'ultrafiltration isolée qui est peu utilisée, sauf dans certains services. Alors, l'hémodiafiltration, dont j'ai dit un petit mot tout à l'heure, en fait n'est qu'un mélange des deux techniques qui est possible grâce aux progrès technologiques réalisés ces dernières années. C'est-à-dire qu'on mélange les deux techniques, ça permet d'avoir moins de liquide à réinjecter pour compenser l'hémofiltration et d'améliorer l'efficacité. Un des aspects importants, je vous ai dit, c'est qu'il faut avoir un débit sang qui est dans le standard autour de 300 ml par minute. Ça pose un gros souci d'accès vasculaire. Je dirais un mot quand même des cathéters. Ces cathéters sont soit non tunnelisés en général pour des épurations de moins de 3 semaines ou au départ en unité de réanimation. Dès qu'on voit que la situation se prolonge, on essaie de mettre en place des cathéters tunnelisés. Et lorsque ça passe à l'état chronique, éventuellement, si ça c'est plutôt pour les néphrologues, on peut discuter la mise en place de chambres implantables et les réalisations de fistules. Ces cathéters, c'est des cathéters qui sont en général double lumière, qui sont semi-rigides pour éviter les collapsus lors des variations de pression. Et il va falloir se préoccuper du diamètre de ces cathéters. En effet, pour obtenir un débit, on va être amené à utiliser des cathéters de gros diamètre, puisque lorsque le diamètre augmente de 20%, le débit est multiplié par 2, de 50% par 5, et le simple fait, par exemple, vous voyez, de passer d'un cathéter qui fait 2 mm de diamètre interne à 2,1, ça augmente le débit sang de 21, les possibilités de débit de sang de 21%. La longueur du cathéter est moins importante que son calibre. Un petit mot également du site de mise en place de ces cathéters. La voie préférentielle, en particulier en réanimation, chaque fois que l'on peut, c'est d'utiliser la jugulaire interne droite. Et si on a une situation d'urgence et tout, on utilisera dans ce cas-là la fémorale si on a une difficulté à utiliser la jugulaire interne droite, sachant que la fémorale pose d'autres problèmes, en particulier s'il existe un compartiment abdominal ou une thrombose, par exemple, au niveau de la veine cave. Les autres voies ne sont pas recommandées, puisqu'en effet, la jugulaire interne gauche
est quelquefois utilisable, mais ça expose à plus de risques de mauvais débit. Ça augmente les sténoses séquelaires après ablation du cathéter, et évidemment les sous-clavières sont à éviter puisque ça donne un taux de thrombose, de sténose secondaire qui est extrêmement élevé. Un mot enfin des cathéters de dialyse. Ce cathéter de dialyse, sauf urgence extrême, sera exclusivement réservé à l'épuration extra-rénale. Bien sûr, je ne vous apprends rien, ça sera manié avec une asepsie rigoureuse. Mais surtout, je voudrais insister sur deux éléments. Il faut toujours tester avant de brancher le patient sur son épuration extra-rénale. Et pour tester, il est important d'utiliser une seringue de petit volume de genre 10 ml et de bien vérifier qu'on a un bon débit sur chacune des voies du cathéter de dialyse. C'est vraiment dommage de s'apercevoir après le branchement que le cathéter ne fonctionne pas, que cela entraîne une coagulation du circuit, qu'il faut recommencer toute la préparation du matériel et de la machine. Et donc cette simple précaution évite déjà pas mal d'ennuis, sachant qu'une épuration extra-rénale qui ne se passe pas bien, 8 fois sur 10, c'est un problème lié à l'abord vasculaire. Enfin, à la fin de la séance, il ne faudra jamais oublier de bien mettre en place un verrou anticoagulant à l'intérieur des cathéters, du style héparine ou citraloc suivant les protocoles des services, mais c'est un élément extrêmement important pour que le cathéter soit utilisable lors de la séance suivante. Alors le médecin, lui, va choisir la membrane qui sera mise en œuvre. Il va avoir des choix importants à faire sur la structure, la surface, le degré de taille de la membrane semi-perméable, etc., etc. En gros, il y a deux grands types de cathéters, les cathéters en plaques et les cathéters en capillaire. L'avantage des cathéters en plaques, c'est que ça coagule moins facilement, mais c'est un peu moins performant. Les cathéters, et surtout, ça a un volume interne relativement important. Les cathéters en structure de capillaire ont plus tendance à coaguler. Par contre, ils ont des performances qui sont actuellement supérieures aux cathéters en plaques. Le médecin s'intéressera bien sûr à la perméabilité de la membrane. Il choisira ça suivant son objectif thérapeutique. Il fera très attention aussi aux matériaux utilisés au niveau des cathéters. En effet, il y a une très grosse différence entre des polymères naturels tels qu'ils ont été utilisés autrefois et les membranes actuelles qui sont dites biocompatibles. En effet, lorsque le sang est en contact avec cette membrane étrangère, il peut y avoir un risque de neutropénie durant le temps de dialyse, et là, d'une membrane à l'autre, il y a des différences relativement importantes. De même, il peut y avoir des activations de l'inflammation qui peuvent se produire avec les anciennes membranes, alors que les membranes actuelles sont réputées étant beaucoup plus biocompatibles. Donc le médecin doit faire des choix en fonction du coût évidemment, en fonction bien sûr du patient et de ses objectifs, sachant que actuellement on utilise vraiment quasiment toujours des membranes biocompatibles. Une des populaires par exemple c'est la N69S qui peut être utilisée actuellement. Autre question qui va se poser pour le médecin, faut-il réaliser une dialyse précoce ou pas? Alors il y a des arguments pour une dialyse précoce, puisqu'on va on va maintenir une meilleure homéostasie sur le patient. On va, pour certains auteurs, croient qu'on peut éliminer une partie des médiateurs avec certaines membranes. Ça reste l'objet de discussions vives.
Et l'avantage potentiel d'une épuration précoce, c'est qu'on va pouvoir continuer à apporter des apports énergétiques corrects et éviter le catabolisme latent qui, par exemple, est induit par l'acidose. Mais il y a des inconvénients. Les inconvénients, par exemple, si vous faites une technique continue, c'est l'immobilisation dans le lit. Un inconvénient, c'est le risque hémorragique lié par la technique. Un inconvénient, c'est sûr, c'est le coût que cette technique représente. Et certains ont prétendu que cela pouvait retarder la reprise de diurèse. Oui, effectivement, si les séances de dialyse sont chaotiques, ne se passent pas bien du point de vue hémodynamique, c'est sûr qu'on va ajouter des lésions rénales supplémentaires. Et donc ça peut gêner la reprise de diurèse. En tout cas, il faut dans toutes les situations bien voir quelles sont les propriétés, les objectifs thérapeutiques, patient par patient. Alors, est-ce qu'il y a une technique qui est meilleure les unes que les autres? Depuis 25 ans, j'assiste à des combats de coq entre les néphrologues, les réanimateurs, ça pour dire que est-ce que c'est une technique de dialyse est vraiment inférieure à une technique continue ou l'inverse. Le débat n'est toujours pas clos et ça nous promet encore quelques combats au niveau de la littérature. Je vais juste vous montrer un élément de ce débat. C'est une étude qui est parue dans Lancet il y a déjà quelques années, qui montrait que la dialyse intermittente bien conduite, c'est-à-dire en évitant tout ce qui est instabilité hémodynamique grossière et une technique d'hémodiafiltration continue, et bien, si on regarde la mortalité, cela ne change rien. Donc, l'essentiel sera de préserver le capital rénal restant. Alors, revoyons les avantages et les inconvénients des techniques. Avantage d'une technique continue, c'est que les échanges, par définition, seront lents. Ça donc s'accompagne d'une tolérance hémodynamique qui généralement est bonne. L'efficacité est prévisible et les variations de composition du milieu intérieur sont lentes, ce qui fait qu'en général, c'est assez bien toléré par le patient. Inconvénient d'une technique continue, c'est que le patient est immobilisé 24 heures sur 24 dans son lit. Il n'est pas facile de faire des techniques continues au fauteuil, bien entendu. L'efficacité est lente, par définition, et on doit anticoaguler durant toute la technique, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Un autre élément qui est partiellement réglé actuellement, c'est qu'il y a plus d'hypothermie, c'est plus difficile de contrôler la température, mais ça a beaucoup progressé ces dernières années. Donc on a moins d'hypothermie avec les nouveaux générateurs. Avantage de l'épuration intermittente, c'est que c'est efficace rapidement. Ça immobilise les patients pour une courte durée. C'est un coût limité. Il faudra faire attention à la tolérance hémodynamique et évidemment au syndrome de déséquilibre, en particulier lors de la première séance d'un patient qui aurait des taux d'urée très élevés. Il va falloir, si on veut vraiment pleinement profiter des techniques intermittentes, rapprocher les séances, voire faire des séances quotidiennes et faire attention à l'organisation de ces séances, parce que si on veut que le patient puisse, par exemple dans la journée, aller au fauteuil, il va falloir bien synchroniser la séance d'épuration extra-rénale et les périodes de kiné, de mise au fauteuil, etc. Mais c'est un avantage de pouvoir faire une lutte contre le déconditionnement de manière précoce pour avoir des suites un peu plus simples. En pratique, quand on regarde ce qui se passe en réanimation, c'est que les techniques continues sont
préférées quand il y a des défaillances multiviscérales, et les techniques intermittentes sont plutôt un relais lorsque le patient va un peu mieux et peut tolérer des choses. Sauf dans une circonstance qui doit être exceptionnelle, c'est l'urgence métabolique qui nécessite, pour être rapidement efficace, bien sûr, d'avoir recours à une technique intermittente au départ. Donc, en général, dans les milieux de réanimation, les deux techniques, quand elles sont disponibles, cohabitent en permanence. Un inconvénient aussi des techniques continues, c'est que c'est une machine par patient, alors qu'une technique intermittente peut être utilisée pour 2, 3 patients par 24 heures, voire 4 patients par 24 heures. Donc en coût d'investissement, ce n'est pas la même chose. Et en coût de consommables non plus. Un petit mot d'une technique qui commence à prendre de plus en plus de place dans les milieux de réanimation, c'est l'épuration grâce au citrate. Juste vous expliquer le principe du citrate. Un des inconvénients des techniques continues, c'est qu'il faut anticoaguler le patient pour éviter que ça ne coagule dans le filtre. Donc l'idée a été d'utiliser du citrate de sodium. Vous vous rappelez ce citrate de sodium, celui qu'on a dans les tubes, pour éviter que dans les tubes le sang ne coagule lorsqu'on fait une numération par exemple, ou des choses de ce type-là. Il s'agit toujours du même citrate de sodium. Le citrate a comme propriété de se coupler avec le calcium ionisé, de former un complexe citrate-calcium, et de ce fait-là, il n'y a plus de calcium ionisé actif. Le calcium ionisé, vous le savez, qui intervient tout le long de la cascade de la coagulation. Donc on bloque toute la cascade de la coagulation avec le citrate. L'idée, c'est d'anticoaguler le circuit, mais de ne pas anticoaguler le patient. Et comment on va faire? Eh bien, pour faire ça, on injecte du citrate de calcium à l'entrée du circuit pour avoir à l'intérieur du circuit un taux de citrate suffisant pour empêcher le sang de coaguler. Et on met du calcium ionisé à la sortie du circuit juste avant de réinjecter le sang au patient pour que le patient ait un taux de calcium ionisé normal et qui coagule normalement. Je vous montre. Donc, ça c'est l'entrée, le dialyseur, l'entrée ou l'hémofiltre, l'entrée du circuit. À l'entrée, dès la ponction veineuse, on injecte du citrate de sodium pour que ça ne coagule pas dans le compartiment sang. Étant donné qu'il y a une partie du citrate calcium qui va traverser, parce que ce n'est pas des grosses molécules, et se retrouver dans les fluents, il va falloir réinjecter du calcium au patient pour compenser le calcium qui est perdu dans les fluents. Donc, à l'entrée, on injecte du citrate, à la sortie, on injecte du calcium. Mais, quid, me direz-vous, de ce citrate qui traverse le filtre et qui se retrouve donc au niveau du patient? Le citrate calcium qui traverse le filtre se retrouve donc chez le patient. Et chez le patient, qu'est-ce qui se passe? Le citrate et le calcium se séparent à nouveau, se dissocient, et on donc récupère une partie du calcium ionisé, sauf celui qui a été perdu dans les fluents. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir réinjecter du calcium. Et le citrate, lui, rentre dans le métabolisme du patient, et en particulier rentre dans ce cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, à partir du citrate, va produire des bicarbonates. Donc on voit bien que le citrate qui est utilisé, in fine, va finir
par produire du bicarbonate. Si le cycle du Krebs du patient fonctionne bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de souffrance cellulaire majeure dans l'organisme. Ça, c'est un élément important qui va être une contre-indication à cette technique. Par contre, le gros avantage de cette technique, vous le voyez bien, c'est qu'on n'anticoagule pas du tout le patient. Donc, il n'y a pas de risque hémorragique pour le patient. Il va falloir donc surveiller particulièrement ces patients du fait de ce que je viens de vous expliquer. Et cette surveillance qui est particulière aux dialyses en citrate, ça va comporter une surveillance du calcium total sur le calcium ionisé pour éviter pour voir s'il y a ou pas une accumulation de citrate chez le patient. Et ça sera bien sûr la réalisation régulière de gaz du sang pour voir si le cycle de Krebs fonctionne bien et s'il y a bien donc production des bicarbonates pour maintenir un équilibre acido-basique normal. Il y a des gros avantages à cette technique au citrate. Un, c'est qu'il y a moins de complications hémorragiques, et je pense en particulier aux patients de chirurgie qui ont eu des interventions quelquefois plus ou moins lourdes, ou polytro. Et cette technique a aussi l'intérêt de bien anticoaguler les filtres, et donc ça a été bien montré que cela prolonge la durée de vie des hémofiltres. On change moins souvent les hémofiltres dans une dialyse au citrate que dans une technique annuparie. Voilà, je m'arrêterai là sur les techniques au citrate. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine fois. Merci.